Bonjour tout le monde, bienvenue à notre formation improvisée. Aujourd'hui, ce sera sur l'hypertension aiguë et pour comment différencier finalement des urgences et des non-urgences dans ce contexte-là. Très rapidement, on va juste commencer par un petit cas, finalement se concentrer sur qu'est-ce qui est une urgence et qu'est-ce qui n'est pas une urgence. Et puis après, justement parler de ce qui est une hypertension artérielle non compliquée versus une vraie urgence hypertensive. Donc, on va commencer par un petit cas. Et puis ça, c'est vraiment un cas qui m'arrive tout le temps. Vraiment, à chaque fois que je fais une garde de nuit, il y a quelqu'un qui va m'appeler environ à 3 heures du mat lorsque je suis en train de dormir ou pas. Et puis qui me dit, bah, il y a ce patient-là, voilà, monsieur P, chambre 210, hypertension à 90 sur 110, il a un petit peu mal à la tête. Et puis on me demande directement, est-ce que tu peux mettre une réserve? Et là, je suis un peu en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est pas urgent? Et puis c'est finalement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc là, le truc peut-être le plus important de cette présentation et le truc vraiment principal à retenir, c'est qu'est-ce qui est urgent dans l'hypertension aiguë. Et puis, il y a eu beaucoup de nomenclatures, que ce soit en anglais, en français, c'est assez confusiogène. Et puis, ce qui est finalement vraiment important à retenir, c'est qu'une urgence hypertensive, c'est une hypertension qui cause une atteinte d'organes. Et puis, c'est bien l'hypertension qui cause l'atteinte d'organes et puis pas l'inverse. Mais c'est ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une atteinte d'organes secondaire à cette hypertension. Et puis finalement, quelle est vraiment la valeur de l'hypertension? C'est pas si grave. Ça peut être haut, ça peut être un peu moins haut. Ce qui est important, c'est qu'il y a une atteinte secondaire aiguë et pas chronique non plus. Parce que bien sûr, l'hypertension, ça fait plein d'atteintes en chronique. Et là, on parle d'hypertension aiguë. Et puis après, il y a l'autre côté, eh bien, les hypertensions non compliquées. Puis ça a d'autres noms. En fait, en anglais, ça s'appelle hypertensive urgency versus emergency. Et puis en français, on peut aussi dire urgence hypertensive différée. Mais c'est des noms un peu confusiogènes. Donc peut-être le truc le plus simple à retenir, c'est que tout ce qui n'a pas d'atteinte d'organes, c'est une hypertension artérielle non compliquée. Et puis ça se définit tout simplement par une hypertension assez sévère, donc un truc qui nous marque un petit peu. Donc là, il y a un threshold un peu comme ça arbitraire à 180 sur 110, mais sans atteinte d'organes secondaires. Et puis, donc, quelles sont ces atteintes d'organes secondaires qu'on peut avoir? Eh bien, c'est assez simple. Bah, c'est les organes qui sont un peu importants, qui sont atteints de manière aiguë. Donc, le cœur, eh bien, ça peut faire un infarctus de type 2. Le poumon, ça peut faire un OAP. Du côté neuro, donc notre cerveau, bah, ça peut soit faire un AVC, soit une hémorragie, soit un press. Du côté du rein, bah, ça peut faire soit une insuffisance rénale aiguë, soit en fait une hémolyse qui va se traduire par une hématurie. Et puis après les yeux, on peut aussi avoir des hémorragies ou juste des changements visuels sur des hypertensions intracrâniennes. Et puis du côté vasculaire, eh bien, on peut avoir la dissection aortique. Et puis là, juste un petit point, c'est que bah, chez la femme enceinte, on va pas, je vais juste le noter plusieurs fois parce que c'est important à retenir, c'est que chez la femme enceinte, c'est un peu différent. La prééclampsie, c'est toujours aussi une urgence. Et puis, c'est un algorithme de traitement très spécifique, mais on ne va pas tellement en parler aujourd'hui. Et donc, en tout cas, tous ces autres organes, c'est assez simple à les repérer finalement, parce que bah, l'infarctus, il y a des DRS, l'OAP, on a une dyspnée. Pour le côté neuro, on va remarquer ça par une confusion ou un déficit focal. Le côté rénal, tant qu'on n'a pas fait de sédiments urinaires, on va voir ça à l'hématurie. Le côté ophtalmo par les changements visuels. Et puis le côté de la dissection aortique, bah, on aura une douleur thoracique associée. Et puis, par contre, si on a une suspicion pour une de ces choses, bah, il faut aller plus loin. Et puis, bah, ça, c'est des choses qu'on sait faire parce que c'est un petit peu des diagnostics qui sont vraiment clés à toute la médecine interne. Et puis, c'est des choses que, théoriquement, on sait tous. Mais pour rappel, bah, si on suspecte un infarctus, bah, on va faire un ECG. Et si on a des modifications d'ECG, bah, ça nous peut signer un infarctus. Autrement, juste une évaluation des enzymes cardiaques peuvent être suffisantes aussi. Pour le côté pulmonaire, bah, on fait un examen pulmonaire et puis selon ce qu'on cherche, bah, on peut chercher des modifications à la radio ou à l'ultrason. Pour le côté neuro, bah, notre examen clinique est ici clé, mais si on suspecte quelque chose, il ne faut pas hésiter à faire un CT crânien. Et puis pour le côté rénal, bah, là, il y a d'un côté le sédiment urinaire, mais aussi la créatinémie. Pour le côté ophtalmo, ben, si vous avez un ophtalmoscope, ben, vous pouvez aller chercher aussi. Et puis sinon, là aussi, on peut utiliser l'ultrason. Et puis pour le côté vasculaire, donc pour chercher une dissection aortique, là, c'est l'angiocT 3 quoi.
Ça, finalement, c'est des choses qu'on sait, mais c'est important qu'on se focus finalement sur ces points-là. Et puis ça définit vraiment l'atteinte d'organes aigus secondaires. Mais ce n'est pas des choses compliquées. Donc, c'est que le cœur, le poumon, le cerveau, le rein, les yeux, et puis finalement l'aorte. Et puis ça, finalement, on peut, dans l'anamnèse avec notre patient hypertendu aigu, on peut l'éliminer de manière, on peut parcourir ça de manière très très rapide. Donc, est-ce qu'il a des douleurs thoraciques? Est-ce qu'il y a une dyspnée? Est-ce qu'il y a une confusion ou un déficit focal nouveau? Est-ce qu'il y a des changements visuels ou est-ce qu'il pisse du sang? Et puis, donc, si on adapte ça à notre cas, bah, on a l'infirmière qui nous appelle ou on voit nous-mêmes le patient et puis on lui demande tout ça à notre patient. Et puis, même si on fait confiance à l'infirmière, on peut même demander à l'infirmière de nous faire ça. Et puis, si on a des bonnes infirmières, elles nous ont déjà souvent fait tout ça. Et puis, du coup, ça peut déjà beaucoup nous rassurer. Maintenant, si on a un doute, eh bien, il ne faut pas hésiter à reprendre d'un côté la mesure, parce que souvent, ça peut être une fausse mesure, et faire un status cardio-pulmonaire pour voir s'il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Et si on a un point d'appel du côté neurologique, bah, il faut aussi pas hésiter de faire un petit status neuro et plus ou moins ophtalmo si on sait faire et si on a un ophtalmoscope sous la main. Après, pour aller plus loin, bah, j'ai parlé de tout ce qui est du labo et tout ça, mais le labo finalement principal à faire si on a un doute, c'est bah, le sédiment urinaire pour l'atteinte rénale, la formule sanguine et la fonction rénale. Juste de base. Après, si on suspecte plus, bah, les tropes, des choses comme ça. Et puis, par contre, si on a maintenant dit non à tous ces red flags, finalement, on se retrouve devant une hypertension non compliquée et donc, ce n'est pas une urgence. Et puis là, donc l'hypertension aiguë non compliquée, c'est généralement asymptomatique, mais pas forcément. Donc, on peut avoir comme des symptômes, donc on peut avoir la céphalée, une petite dyspnée, une petite oppression ou alors un épistaxis. Mais dans la plupart des cas, c'est vraiment asymptomatique. Et puis, bah, si vous avez ces symptômes et si vous avez un doute, là, il ne faut pas hésiter quand même à évaluer le patient et faire des examens complémentaires selon les symptômes. Maintenant, la chose importante, c'est que si on a vraiment une hypertension aiguë non compliquée, bah, il ne faut pas la traiter. Ce n'est pas une urgence et puis il ne faut pas la traiter en aigu. Le but, c'est un petit peu de commencer un traitement sur les prochains jours. Mais ça, là, si vous êtes appelé la nuit ou si vous voyez un patient aux urgences ou au cabinet, il ne faut pas le traiter là tout de suite. Ça, c'est une chose qu'on sait assez bien. Et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas traiter en fait? Parce que, ça c'est une petite chose, c'est que finalement, qu'est-ce qui est important avec notre tension? C'est que elle perfuse notre cerveau. Ici, le cerveau, c'est l'organe qu'on aime bien, mais après, c'est fait dans tous les organes nobles. Ce qui est important, c'est que ces organes-là soient correctement perfusés. Et puis, chez les patients hypertendus, et puis les hypertensions aiguës, ça arrive généralement chez les patients hypertendus, ils ont en fait un shift de leur autorégulation de leur perfusion organique vers en fait une moyenne plus haute. Et donc, si on les traite en aigu, on leur donne tout à coup une tension qui est normale. Donc, une tension normale, c'est avec une map, donc la tension moyenne, en fait, ce serait quelque part par ici. Et puis, si on va juste un tout petit peu trop loin, donc ce qui est encore normal, en fait, pour un patient normal, ici en jaune, leur perfusion, en fait, de leur cerveau, mais aussi de leur cœur et de leur rein, va chuter. Et puis, voilà, on crée finalement un problème iatrogène juste parce qu'on a traité cette hypertension de manière trop sévère en aigu. Donc, important, il ne faut pas la traiter en aigu, une hypertension non compliquée. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même chercher si cette hypertension, ce n'est pas un symptôme d'autre chose. Et puis là, c'est des choses qui peuvent être toutes bêtes. Donc, finalement, qu'est-ce qui peut causer une hypertension aiguë comme ça? Eh bien, ça peut être tout simplement le stress, la peur, mais bien sûr, ça peut être un symptôme de sevrage, de douleur et de choses qu'on voit tout le temps, donc des déliriums, des globes, qu'il faut bien sûr aussi aller chercher, ou alors un arrêt de traitement. Donc souvent à l'hôpital, des fois on aime bien arrêter les traitements, et puis surtout la clonidine et les bêta-bloquants peuvent après faire des hypertensions rebond, mais ça peut être aussi une surcharge volémique, ou alors des intoxications, ou alors encore une catastrophe neurologique, donc comme un AVC aigu. Donc ça peut être ici un AVC, du coup, ce n'est pas l'AVC qui est secondaire à l'hypertension, mais l'hypertension secondaire à l'AVC. Ça, c'est les choses qu'on voit vraiment tout le temps, qu'il faut quand même s'il ne faut pas forcément traiter l'hypertension, il faut quand même aller chercher s'il n'y a pas un autre problème sous-jacent. Et puis maintenant, il y a aussi des problèmes, on va dire, un peu plus rares, mais si on les a jamais, si on n'y pense pas, on ne va pas les trouver. Donc comme les phéochromocytomes, les hyperthermies malignes, surtout en post-op,
pour nos collègues chirurgiens. Et puis après aussi des syndromes associés à certaines médications comme les syndromes neuroleptiques malins ou les symptômes sérotoninergiques. Et après aussi des autres choses comme la dysautonomie ou s'il y a une hypertension intracrânienne suite à une masse ou un saignement. Donc ça, il faut quand même aller chercher. Et puis, il y a certaines de ces choses, donc même s'il ne faut pas traiter l'hypertension, il faut quand même peut-être traiter l'origine de l'hypertension, et puis souvent, ça va la résoudre. Donc il y a des choses, voilà, ça c'est les choses un petit peu simples. Donc les patients anxieux, bah, il faut les calmer. Les patients sauvages, bah, il faut substituer. Les patients qui ont mal, bah, il faut donner de l'analgésie. Les patients en délirium, bah, ça c'est toute une histoire, comment traiter le délirium, mais il faut faire son mieux pour le faire. Et puis, voilà, si on a juste arrêté son traitement, bah, il faut réfléchir s'il ne faut pas le réinstaurer, pas forcément en aigu, mais c'est quelque chose à mettre en place quand même. Et puis, pour les patients en surcharge volémique, bah, là, un traitement diurétique est plus approprié finalement qu'un traitement vraiment antihypertenseur. Donc, une fois on a fait ça, bah, si on est en ambulatoire, c'est important et en fait, il y a des études qui ont montré qu'il ne faut plutôt pas les envoyer aux urgences ou en hospitalier. Donc ça, c'est plutôt si on est dans notre cabinet, bah, il ne faut pas les envoyer aux urgences parce que ça va plutôt être en défaveur pour eux. Et puis finalement, donc voilà, on a là tout ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut quand même en fait instaurer un follow-up. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on oublie des fois. Donc qu'on soit appelé la nuit ou enfin, que ce soit un patient aux urgences, c'est important de mettre en place un suivi. Donc par exemple, si le patient se présente aux urgences avec une hypertension, bah, peut-être qu'il ne faut pas la traiter en aigu, mais il faut faire en sorte que bah, le médecin traitant le voit dans les 7 jours qui suivent, parce que voilà, l'hypertension, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Et puis, il faut que le traitement soit mis en place pour la suite. Donc ça, c'est quand même important qu'ils aient un follow-up, ces patients, dans la suite. Donc ça, c'est pour l'hypertension aiguë non compliquée. Maintenant, il y a juste certains cas un petit peu particuliers dans l'hypertension aiguë non compliquée. Donc, on a une hypertension, on n'a pas d'atteinte d'organes secondaires directes, mais on a peut-être on va dire une pathologie sous-jacente qui est un petit peu à risque de complications. Donc là, si on est dans le décours d'un AVC hémorragique et ischémique, donc c'est un petit peu particulier parce qu'on ne veut pas avoir une tension trop haute pour ne pas avoir un saignement, mais on ne veut pas avoir une tension trop basse parce qu'on ne veut pas diminuer trop la perfusion cérébrale qui est déjà ici mise en péril. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Et après, on va dire si on a un risque de saignement aigu sur des anévrismes qui sont non sécurisés et qui n'ont pas encore, enfin qui sont pas aigus mais qui ne sont pas sécurisés, bah là, il y a un petit peu toujours le pour et le contre de où est-ce qu'on va. Donc pour ça, juste comme petit conseil, donc si vous avez besoin d'un traitement rapide, bah, il y a certaines molécules qu'on peut donner à l'étage, donc Peros, qui sont d'action rapide. Là, la plus rapide, en fait, c'est le captopril, qui agit en fait dans les 30 premières minutes de son action. Et puis l'autre chose qu'on utilise du moins un petit peu moins en Suisse romande, mais qui est utilisée beaucoup autre part, c'est la clonidine, qui agit dans la première heure. Mais donc ça agit rapidement, mais des fois, il vaut quand même peut-être mieux de choisir une molécule qui est un peu plus safe, mais qui est un peu plus longue d'action, comme l'amlodipine. Et puis, surtout pour la partie neuro, c'est finalement des fois plus dangereux d'aller trop rapidement et trop sévèrement que de choisir une option un peu plus safe et lente que l'amlodipine. Donc, je dirais peut-être s'il y a vraiment quelque chose d'aigu et qu'il faut être rapide, ben on peut choisir ces molécules-là. Par contre, si on veut être plus safe et que finalement on a un risque de hypoperfusion cérébrale, ben peut-être il faut mieux aller avec quelque chose d'un peu plus lent. Et puis, juste pour rappel, bah, il y a finalement pour les atteintes neurologiques, il y a des cibles très très spécifiques selon quel jour on est et puis quel type d'atteinte c'est. Mais ça, je ne vais pas en parler plus que ça. Maintenant, les autres choses où finalement on a une hypertension aiguë qui n'a pas de complications secondaires immédiates, mais où on doit quand même faire attention, c'est un petit peu des contextes particuliers où il y a des algorithmes de prise en charge très très particuliers, dont je ne vais pas rentrer plus en détail que ça, mais il faut quand même garder en tête qu'il faut penser à ça. Donc les patientes enceintes, les patientes, donc ça j'ai déjà parlé, mais qui ont un AVC aigu, donc dans la phase aiguë de l'AVC, de l'hémorragie et des hémorragies sous-arachnoïdes. Et puis, bien sûr, les patients qui sont avec un drive adrénergique très haut, comme les phémochromocytomes et les intoxications comme à la cocaïne. Donc voilà, ça, c'est des hypertensions aiguës non compliquées, mais où il faut quand même faire très attention et puis qui ont une prise en charge particulière.
Maintenant, sur les hypertensions aiguës avec complications, donc une atteinte d'organes secondaires qu'on appelle du coup les urgences hypertensives. Là, je vais aller plutôt un peu rapidement, mais en gros, voilà, la première partie, c'est la partie qui nous intéresse la plus en fait au début, c'est de faire son évaluation complète. Donc, si on a une suspicion d'atteinte d'organes, bah, il faut faire une chose toujours, c'est l'ECG. L'autre chose, un peu, c'est selon la symptomatologie, bah, il faut faire une imagerie généralement. Donc, ça peut être un US, une radio de thorax, en CT, selon ce qu'on cherche. Et puis, un bilan de labo, là aussi un petit peu guidé selon ce qu'on cherche. Donc, par exemple, ça ne sert à rien de faire du TROP si on n'a pas un signe d'ischémie. Par contre, un petit peu un bilan de base, ça sert toujours. Et puis, en fait, souvent, en fait, notre prise en charge, elle s'arrête là, parce que ces patients, c'est des patients qui ont besoin d'un monitoring intensif, et donc on les transfère aux soins intensifs. Donc, soit c'est là où finalement la prise en charge, elle commence pour l'un d'entre nous, soit elle finit là, mais en tout cas, là, c'est un peu la transition. Donc, il faut vraiment qu'ils aient un monitoring hémodynamique continu et intensif. Et puis, par contre, comme pour les hypertensions aiguës non compliquées, bah, il faut quand même se prendre en charge les traitements, les facteurs exacerbateurs. Donc là, les trucs un petit peu juste dont j'ai déjà parlé, mais qui sont importants de retenir là aussi, c'est que bah, si le patient a mal, il faut traiter sa douleur. S'il est en délirium, bah, il faut traiter ce délirium. Et s'il y a une surcharge volémique associée, il faut traiter ça, parce que des fois, ça suffit déjà pour en fait traiter l'urgence hypertensive. Et puis, si ça ne suffit pas, bah il faut mettre en place un traitement antihypertenseur IV. Mais bon, ça sera fait aux soins intensifs. Donc, je vais en toucher juste rapidement un mot, c'est qu'il faut être incisif, mais pas trop. Donc, il ne faut pas être trop agressif non plus. Il ne faut pas directement normaliser la tension, ce n'est pas du tout le but, mais il faut viser plutôt une réduction de la pression moyenne de 10 à 20% sur les premières heures. Et puis après, on y va progressivement jusqu'à viser une tension normale sur les prochains jours. Et puis finalement, là aussi, c'est quelque chose qui est adapté aux patients. Donc pour les patients qui ont vraiment une hypertension chronique, il faut peut-être aller encore plus lentement. Et puis pour certaines pathologies que j'ai déjà mentionné, il y a des algorithmes de prise en charge particulières où il faut être des fois plus agressif encore. Mais ça, voilà, j'y touche juste un mot très rapide parce que finalement, pour la plupart d'entre nous, on ne traite pas tellement cette partie-là. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut les évaluer, il faut les mettre aux soins intensifs, il faut traiter les facteurs exacerbateurs et après, finalement, le traitement, vraiment quel traitement ils auront, c'est des détails. Et puis après, il faut transitionner ces patients-là aussi. Bah, il ne faut pas oublier qu'ils auront besoin après d'un traitement péros pour pouvoir retourner à l'étage. Donc ça clôt un petit peu la partie principale de ma présentation sur les crises hypertensives. Donc ce qui est important de retenir finalement, c'est que donc, si on a une hypertension aiguë, donc voilà, une hypertension, on nous appelle pour ça, on a un patient qui a ça. La première chose qui est vraiment importante à faire, c'est de regarder est-ce qu'il y a une atteinte d'organes qui est secondaire à cette hypertension. Et puis là, les organes qui nous intéressent le plus, c'est le rein, le cœur, le côté neuro et puis le côté pulmonaire. Et puis ça, c'est assez facile. Donc, on a quelques questions en fait qu'on peut lui poser aux patients qui vont très rapidement permettre de nous faire finalement la part des choses. Est-ce que ça, c'est un patient qui est urgent ou pas et qui a une vraie urgence hypertensive? Et puis, voilà, après, selon notre analyse, on va faire un status ou des bilans complémentaires plus détaillés, mais c'est un petit peu la chose la plus importante. Et une fois qu'on a évalué l'urgence hypertensive, bah, on en a parlé, on doit faire une évaluation. C'est un patient qui va aux soins intensifs, il a besoin d'un traitement antihypertenseur IV. Et puis, voilà. Maintenant, si on n'a pas d'hypertension d'urgence, s'il n'y a pas d'atteinte secondaire, on est devant une hypertension artérielle non compliquée. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas traiter en aigu parce qu'on risque on peut mettre en péril en fait la perfusion des organes avec notre traitement. Il ne faut pas les hospitaliser, il ne faut pas les envoyer aux urgences si on est en ambulatoire, mais par contre, il faut mettre en place un follow-up. Et il faut quand même toujours faire un petit peu attention aux causes et aux circonstances particulières pour lesquelles en fait, il y a des algorithmes de prise en charge particuliers qu'il faut quand même toujours garder en tête. Et de l'autre côté, toujours garder en tête un petit peu les facteurs soit causaux, soit exacerbateurs de notre hypertension qui sont bêtes et souvent aussi assez simples à traiter et qu'il faut toujours chercher et éventuellement toujours traiter. Donc voilà, ça clôt un petit peu ma présentation sur l'hypertension aiguë. Maintenant, juste quelques outils utiles que je vais juste vous laisser en fait dans la présentation, mais c'est d'un côté en fait les agents et
les agents antihypertensifs qu'on peut utiliser en IV, leurs pour et contre, ainsi que leur pharmacocinétique, et la même chose pour les antihypertenseurs péros. Pourquoi est-ce que certains sont peut-être mieux que d'autres dans certaines situations? Mais ça, je vais plus vous le laisser comme outil utile à avoir. Maintenant, la petite section bonus Evidence-Based Medicine. Donc, finalement, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la littérature sur, d'un côté, l'hypertension, enfin, surtout sur l'hypertension artérielle non compliquée, parce que c'est ce qui nous arrive finalement le plus souvent. Et puis là, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de très, très bonne évidence pour tout ce qu'on a là. D'ailleurs, pour l'hypertension aiguë, enfin, sur la vraie hypertension aiguë urgente, avec une urgence, on n'a pas beaucoup de bonne évidence non plus. Mais bon, voilà. Sur ce que j'ai trouvé, finalement, ce qui est un petit peu intéressant à voir, c'est que donc, il y a eu en 1967 une étude qui a comparé, en fait, vraiment sur 140 patients, un traitement antihypertenseur versus un placebo dans un contexte ambulatoire pour des patients qui avaient donc une hypertension aiguë non compliquée. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est que dans les premiers 3 mois, il n'y avait pas de différence entre les deux bras. Donc, de traiter en aiguë, finalement, ça ne change rien. Par contre, après, en fait, on voit quand même que les patients qui ont reçu le placebo, ils font peut-être plus de complications à distance. Mais donc, ce qui est important de faire un follow-up pour les patients qui ont une hypertension aiguë non compliquée, c'est pas, il ne faut pas les traiter en aiguë, mais il faut faire un follow-up parce que l'hypertension artérielle, bah, ça tue quand même, mais à distance. L'autre chose j'ai vu qui est différente, c'est que donc, on a une grande en fait, cohorte. Donc, on a juste regardé les patients qui ont été vus en ambulatoire pour une hypertension aiguë non compliquée. Il y en a certains qui ont été envoyés aux urgences et certains d'autres qui ont été renvoyés à domicile, que ce soit avec traitement ou pas traitement. Et puis, en fait, déjà là, il n'y a pas de différence en fait, de leur contrôle d'hypertension qu'on les ait envoyés aux urgences ou pas. Et puis, par contre, ceux qui ont été envoyés aux urgences, ils ont été souvent hospitalisés pour rien. Donc, et là, ça les met un petit peu à risque à des complications aussi, éventuellement de choper le Covid en ce moment. Et puis donc, c'est finalement pour notre section ambulatoire, bah, c'est important de ne pas forcément envoyer nos patients qui ont juste une hypertension aiguë, mais non compliquée, aux urgences. Et puis finalement, donc encore une fois, le traitement versus pas de traitement, sur les choses un peu plus modernes, on va dire, bon, parce que ça date un petit peu, bah, on retrouve vraiment qu'il n'y a pas de différence si on traite versus on ne traite pas notre patient. Par contre, en fait, lorsqu'on les traite, on peut les mettre à risque d'hypotension secondaire. Donc voilà, ça c'est un petit peu la partie bonus sur l'évidence qu'il y a derrière ça. Ce n'est pas une très très bonne base d'évidence, mais c'est ce qu'il y a. Et puis les recommandations, bah, c'est ce que je vous ai résumé tout à l'heure. C'est que voilà, l'hypertension aiguë non compliquée, il ne faut pas la traiter en aiguë. Il faut chercher un petit peu s'il y a peut-être d'autres choses de sous-jacent. Il ne faut pas les hospitaliser. Et puis par contre, il faut mettre en place un follow-up. Donc voilà, pour les références, ça c'est un petit peu la partie classique des études. Et puis si vous voulez un petit peu savoir plus, mais de manière plus légère, il y a 2 vidéos ici qui sont vraiment très bien. Et puis cet article aussi. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions concernant ça? Moi, j'ai des questions. Alors, tu dis toujours qu'il ne faut pas traiter l'hypertension de manière aiguë. Quand je suis d'accord que ça fait du sens pour un patient qui a décalé sa courbe de perfusion vers la droite, qui est chroniquement hypertendu, mais si un patient se présente comme ça, juste avec, je sais pas, une petite dyspnée ou des céphalées, éventuellement même un épistaxis, qu'est-ce qu'on en sait s'il avait été toujours hypertendu? Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois, s'il n'est pas hypertendu connu, chronique? Euh, qu'est-ce que je sais pas, moi je serais pas à l'aise de laisser rentrer à la maison, par exemple, un patient de 20 ans qui saigne du nez, qui vient avec 185 de systole à la maison, juste sous prétexte que voilà, il a peut-être décalé sa courbe vers la droite et puis que du coup je risque de l'hypoperfuser un petit peu en lui donnant un petit sortant. Ouais, bah ça c'est un peu la question classique, mais c'est important de se dire ça. Et finalement, c'est là où
c'est important de quand même suivre malgré tout cet algorithme, de ne pas traiter ce patient, même si tu as envie de le traiter. Tu vois qu'il est à 200 systoles, tu as vraiment envie de le traiter, mais il ne faut pas. Parce que même son risque d'hypoperfusion en le traitant est plus grand que le risque de l'hypertension, de son hypertension en aigu. Parce que les risques de l'hypertension en aigu, du coup, ce serait quoi? Par exemple, toi, tu proposes de faire un ECG pour l'urgence hypertensive. Qu'est-ce qu'on verrait éventuellement? Des signes d'ischémie, c'est ça? Alors oui, donc si tu as une suspicion, donc moi je ne fais pas ça chez tous les patients, hein, le CG, c'est vraiment juste si j'ai une suspicion d'atteinte myocardique secondaire, je fais un ECG parce que oui, il peut faire un infarctus de type 2 en fait. Et puis, donc juste pour revenir sur ton patient, donc tu as un jeune patient, ok, et puis il a 220 de systole, et puis tu as vraiment envie de le traiter parce que tu vois ça, c'est pas normal qu'il a ça, tu vois. Donc, une chose, c'est que en fait, ce qui est vraiment dangereux dans tout ça, c'est la pression moyenne. Donc, la systolique, elle n'est pas du tout représentative en fait, du risque de faire une complication. Donc, c'est pour ça que je parle souvent en MAP ici. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, mais finalement, ce qui est important, c'est vraiment la pression moyenne que tes organes ressentent, autant pour la perfusion, pour maintenir une perfusion, mais autant pour faire des complications. Et puis là, finalement, la diastolique, elle est plus représentative. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, tu as quand même très envie de le traiter et puis tu te dis, bah, je ne sais pas s'il est hypertensique, je ne sais pas finalement s'il est chronique ou pas chronique. Mais en fait, s'il n'est pas chronique, c'est généralement qu'il y a une raison pourquoi il est hypertendu. Et puis tu te retrouves en fait dans cette case ici où peut-être il faut chercher, peut-être il a fait une intox à la cocaïne, peut-être qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui crée ça. Peut-être, Donc, et puis ça, il faut si quand on... même chercher. Vas-y. Et autrement, idée hypertendue chronique avec une décompensation aiguë ou de découverte nouvelle. Et puis après, bah, si c'est une hypertension de découverte nouvelle, bah, il faut quand même chercher toutes les choses de causes secondaires chez un jeune homme avec une hypertension de découverte nouvelle. Bah, il faut quand même faire tout le bilan, mais ça, c'est toute une autre histoire. Mais maintenant, donc pour celui-là, donc en gros, tu es dans deux cases. Soit il est hypertendu, donc chronique, avec juste une crise aiguë, on va dire. Et dans ce cas-là, il ne faut pas le traiter. Soit tu as probablement un facteur causal qu'il faut aller chercher. Et puis, il faut traiter le facteur causal, mais pas l'hypertension. Et puis, même si tu es dans le cas où tu ne trouves pas de facteur causal ou un truc comme ça, il faut quand même pas le traiter. Et en fait, on a même montré, il y a une étude que je n'ai pas ressortie là dans les choses, qu'en fait, ils ont comparé aux urgences, donc ça c'était une étude aux urgences, ils ont comparé traitement versus 30 minutes de repos. Et ils ont même vu que les deux ont même pas seulement le même effet sur la mortalité et morbidité après secondaire, mais en plus le même effet sur la tension. Donc en gros, ce qu'ils recommandent, c'est pour les patients vraiment aux urgences, de juste de les laisser se reposer au calme pendant 30 minutes. Et puis ça, c'est même mieux que de donner un traitement, parce qu'ils n'ont pas le risque d'hypoperfusion. Ok, donc ton message, c'est vraiment que l'hypertension, ça tue absolument pas en aigu, même si elle est très sévère. T'aurais pas peur qu'un patient il commence à péter des petits anévrismes, à disséquer ou à remplir ses poumons en le laissant rentrer chez lui. Non, Ok. vraiment, c'est peut-être que j'ai pas été assez clair parce que j'ai un peu couvert les autres choses aussi. Mais oui, sur les hypertensions aiguës où il n'y a pas de complications maintenant, ils vont pas compliquer. C'est pas le patient, il va compliquer demain ou après-demain. Il va compliquer dans 3 mois, en fait, si tu fais rien, généralement. Ok, bah je suis content de savoir ça parce que je pense que c'est loin d'être dans les habitudes, dans les mœurs. Hier, Bien. j'ai fait un tour dans le bureau des médecins urgentistes qui s'occupent des urgences médicales. Ouais. Et puis, justement, j'étais étonné de voir qu'il y avait un degré 1, donc un patient qu'on pourrait mettre des chocs s'il y avait eu de la place, vraiment, qui va mobiliser plein de ressources juste parce qu'il était hypertendu et il avait un épistaxis. C'était même pas un patient fragile ni rien, mais c'était un degré 1 et c'était la panique à bord. Voilà. Ouais, ouais, mais enfin, je suis d'accord avec toi, c'est pas dans les mœurs. Et puis, tu as un petit peu l'envie de le traiter. Enfin, genre, c'est tellement anormal d'avoir une tension aussi haute. En plus, s'il a un petit peu des symptômes, bah, tu as envie de le traiter.
Mais je pense que si tu as un petit peu de symptômes, donc même dans une hypertension non compliquée, hein, tu peux avoir quelques symptômes comme des céphalées et tout ça. Et là, je pense que ça vaut clairement la peine d'aller bien évaluer le patient pour chercher une complication. Mais par contre, si tu ne trouves pas de complications en aigu, il ne faut pas le traiter, hormis les circonstances particulières que j'ai notées ici, quoi, en orange.